L'écrivain et poète Daniel Abrecorn a été propriétaire de cette salle mythique située à Paris, le Bataclan, une salle qui a été le lieu de l'effroyable attentat islamiste du 13 novembre 2015. 10 ans et plus ont passé et Daniel Abrecorn est notre invité. Bonjour Daniel Abrecorn. Bonjour Martial Bild. 10 années ont passé, je l'ai dit, un peu plus de 10 années. Le 13 novembre 2025, Emmanuel Macron, aux côtés d'Anne Hidalgo, a rendu hommage aux victimes du Bataclan devant la salle du spectacle, devant la salle que votre famille dont elle a été la propriétaire pendant plus de 115 ans, devant cette salle du Bataclan. Oui. Est-ce que vous étiez présent? On est toujours propriétaire. Et toujours propriétaire. Oui. Est-ce que vous étiez présent? Non, je n'étais pas présent. Mais... Pourquoi? Eh bien, parce que, je ne sais pas, comme dirait Patrick Jardin, par exemple, les petits fours, les célébrations et les chandelles, ce n'est pas tellement mon style. Et puis, je n'ai pas été officiellement invité. Mais enfin, comme je ne vais pas à ce genre de choses, je ne suis plus invité dans ce genre. J'aurais pu y aller si je voulais vraiment, mais ça ne m'intéresse pas beaucoup. Alors, malheureusement, je vais faire en sorte que vous vous y intéressiez, parce que j'ai lu son discours, oui, donc en novembre dernier. Moi, mais... Je vous le lis alors. Le président de la République a affirmé, je le cite, « La République a tenu ». Et des propos qui viennent s'écraser sur cette phrase dans votre livre retraçant l'histoire du Bataclan, 160 années du Bataclan. Dont les attentats, d'ailleurs. Dont les attentats, bien évidemment. Et dans ce livre, vous écrivez cette phrase, une phrase sur laquelle je vous avais déjà interrogé d'ailleurs. Je me souviens qu'après m'être rendu donc le 14 au matin sur place, quelques heures après l'attentat, j'ai eu l'impression d'un courageux amateurisme. La République a tenu, courageux amateurisme. Est-ce que vous avez changé d'avis 10 ans plus tard? Hélas, non. C'est-à-dire que j'ai eu beau... je pense que ce qui décrit dans ce livre les attentats minute par minute, les manques, les choses comme ça, rien ne m'a démenti dans tout ce que j'ai appris depuis, c'est-à-dire les nombreux films, les émissions, les articles, par centaines, qu'il y a eu dans le monde entier. Je pense que je tiens bizarrement, parce que ce livre est sorti 2 ans après les événements à peu près, et je pense que c'est l'un des meilleurs récits des attentats. Très franchement, ça demeure. Le 14 au matin, vous arrivez, oui. Vous avez été prévenu. Comment ça se passe? Racontez-nous. Alors, j'ai été prévenu, je faisais un cocktail chez moi, à l'autre bout de Paris. Et puis, les gens qui rentraient de ce cocktail vers 10-11 heures m'appellent en disant « Tu sais ce qui se passe au Bataclan ?» Évidemment, je ne savais rien. J'ai appelé et j'ai demandé au patron de la salle, les 2 patrons, Olivier Poubelle et l'autre, ils sont 2, ils étaient 2 à l'époque. Et je leur dis, voilà, je viens si vous voulez tout de suite, vous avez besoin de moi, etc. Non, c'est pas la peine, de toute façon le quartier est bouclé, etc. On n'a pas besoin. Bon, ils n'avaient pas besoin, mais en fait, depuis, on a appris des choses, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas les plans. Des plans sérieux, ils avaient les plans, vous savez, qu'on affiche sur la porte, obligatoire, bon, mais c'est très succinct. Moi, j'avais des plans détaillés, le sous-sol, etc. Et je pense que l'investigation qui a été faite par les forces de l'ordre, quelle qu'elle soit, il y en a eu plusieurs, surtout la BRI, aurait eu besoin de ces plans. Vous aviez les plans, on vous a jamais demandé ces plans? On m'a jamais demandé ces plans, alors qu'il était très simple, puisqu'il y a eu des heures entre le dernier assaut fondamental, où vous savez que les terroristes se sont réfugiés dans un couloir. Au premier, ils ont arrêté leur massacre, ils se sont réfugiés avec une dizaine ou une douzaine d'otages. Et là, l'assaut il a fallu à peu près 1 heure devant la porte, etc. Ils pouvaient très bien m'envoyer un motard et je donnais les plans, etc. Par exemple, personne n'a jamais parlé d'un couloir qui était accessible par le cave du café, c'est-à-dire complètement dégagé. Il y avait pas... Le café est en dessous voilà, exactement. Il fait partie du il fait partie du bâtiment. Et les caves étaient joignables entre les caves du café et les caves du Bataclan. Il y a un couloir qui existait, qui existe toujours d'ailleurs, mais qui était muré maintenant, exprès. Mais par là, on pouvait très bien donc traverser la salle et déboucher en bas de l'escalier
de ce couloir où étaient les otages ont débouché à couvert, complètement. Parce que là, il n'y avait personne. Hein. Alors ça, par exemple, c'est sur mon plan, très, très simplement. Un autre aspect, c'est que, vous savez, quand l'assaut se produit enfin, après 1 heure d'attente devant et un déclenchement très tardif, la BRI défonce la porte et avance avec un bouclier énorme. C'est un bouclier très lourd, je ne sais pas, ça pèse 150 kilos, un truc comme ça, avec des roulettes en dessous. Ils avancent, bien sûr, et le bouclier, au bout d'1,50 m, tombe en avant. Alors on dit, moi j'ai fait des émissions à l'époque, on dit, mais comment ça se fait et qu'est-ce qui s'est passé? Personne ne répond. Eh bien, il y avait 2 marches qui étaient indiquées sur mon plan, et nulle part ailleurs. Et vous voyez la gravité de la chose, c'est-à-dire qu'ils en ont pris plein la gueule. Et ils ont eu une chance inouïe de pas avoir des blessés. Il y a eu un blessé à la main, simplement, une blessure légère. Voilà le genre de choses. Mais la suite des événements, enfin moi, ce que j'ai senti, je suis arrivé à 9h le matin, j'ai été mis dans un car de police devant la salle, et j'ai vu sortir les morts, évidemment, c'était effrayant, et par 6, qui est dans des camionnettes qui partaient à l'IML, à l'Institut médico-légal. Et donc, ça c'est le pire souvenir, avec mon fiston, on était là, et avec du sang, évidemment. Et puis j'ai fait une visite après, avec les assurances, etc., 1 semaine après. Et là, la salle avait été nettoyée, il n'y avait plus de cadavres, mais il y a encore des taches de sang, évidemment, des impacts de balles partout, etc. C'est assez effrayant comme... 10 années ont passé. Et est-ce qu'avec le temps, je vous repose la question parce qu'elle est importante, votre première impression s'est évanouie. Cette première impression, vous la dites dans le livre, c'était la pluralité de commandement, la rivalité, le cloisonnement des services, le défaut d'organisation, les carences des renseignements extérieurs et intérieurs. Aujourd'hui, beaucoup d'enquêtes ont été menées, le procès est passé. Est-ce que ça, vous avez révisé votre point de vue? J'étais partie civile au procès, bien sûr, j'ai assisté, etc. On va en reparler du procès. Alors, si vous voulez, le procès... Vous voulez qu'on parle du procès? Non, seulement, est-ce que vous avez rechangé d'impression? C'est-à-dire que quand vous dites qu'il y avait la pluralité des commandements, qu'il y a des défauts d'organisation, est-ce que vous avez revu votre point de vue? Non, je n'ai pas revu mon point de vue. Je maintiens que ce que j'ai dit dans ce livre est absolument authentique et c'est vérifié. Comment vous fondez cela? Parce que le président de la République, dans ce discours, dit que ça a été formidable, les renseignements extérieurs. Oui, mais ça, tout le monde a dit que c'est formidable. Le président de l'époque, Hollande, Valls, etc., c'est tout le monde, Cazeneuve, etc., tout le monde, il est beau, il est formidable, ils sont tous courageux. Les forces de l'ordre sont courageux, c'est indéniable. Bon. Mais en revanche, la technique, l'intelligence des missions, les commandements, etc., tout ça est catastrophique, et je le raconte là-dedans, et je maintiens. C'est catastrophique. C'est une nullité absolue. Bon, un petit exemple, Hollande, parce que là, c'était pas Macron. Macron, il était... Bon, j'allais dire, il était dans un berceau. Mais non, Hollande dit, sortant, vous savez, après la première bombe, qui fait un mort seulement, heureusement, en un sens, ce qui aurait pu être terrible au Stade de France. Mais il sort du Stade de France, bon, il dit, je ferme les frontières. Bon. Le principal, le seul type, d'ailleurs, qu'on a coincé beaucoup plus tard, est sorti de France. Emmené par des gens qui sont venus le chercher de Belgique, où il habitait, c'était un Belge. Ils sont venus le chercher et ils ont traversé toute la France, l'autoroute. Ils ont été arrêtés sur l'autoroute, je ne sais pas pourquoi. Le type était fiché S. Les gendarmes ont téléphoné à Paris en disant qu'est-ce qu'on fait, on doit le garder 1 heure, pas plus, etc. La réponse est arrivée au bout d'1h10 et le type, il était reparti. Et c'était qui? C'était le type dont a eu le procès et qui maintenant dans une geôle en France. Or, ce type s'est arrêté. Donc, une fois, on a raté son arrestation là, et ensuite, à la frontière, la télévision l'a interviewé, la télévision belge, en disant qu'est-ce que vous pensez de ces attentats, etc. Il a répondu très, très gentiment, et puis il est rentré chez lui à Bruxelles. Voilà. Donc il n'a été pris
que plusieurs mois après un attentat gravissime à Bruxelles dont il était l'un des responsables. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du ratage. Est-ce que vous pensez que ces attentats terroristes, dont il faut rappeler qu'ils ont fait 130 morts et 350 blessés, auraient dû entraîner des démissions en haut lieu? Aucune démission, à aucun moment. Oui. Mais vous savez, vous remarquez qu'il n'y a jamais plus de démission maintenant chez les responsables, chez les juges, etc. C'est absolument incroyable. On va voir là pour l'histoire d'Epstein et pour l'histoire de Jack Lang. Si, Jack Lang, il était forcé de démissionner. Mais est-ce qu'il y aura des inculpations? On peut se le demander. Parce qu'actuellement, il n'y a aucune inculpation. Encore une fois. Et qui aurait dû démissionner de votre point de vue? Le Premier ministre, par exemple, quand Patrick Jardin, le matin même, du 14 aussi, va devant à la gare où il retrouve le Premier ministre et il l'alpague. C'est Valls. C'est Valls. Oui. Et il l'alpague pour lui demander des nouvelles de sa fille. C'est évident que Valls aurait dû démissionner, Cazeneuve aurait dû démissionner, voire, je pense, le président de la République aurait pu démissionner également. C'est mon idée. Franchement, en bonne justice, ils sont responsables. Ils ont fait des manquements graves à leur fonction, c'est tout. Or, quand il y a 130 morts, une démission, c'est pas grand-chose. Hein, je veux dire. Le procès, on en parlait à l'instant, le procès. Est-ce qu'il vous a apporté, on va dire, une forme d'apaisement, ou au contraire, ça a continué à raviver les blessures? Écoutez, je ne sais pas, moi je me considère pas comme un grand blessé de cette affaire, puisque je n'ai pas eu de mort dans ma famille, je n'ai pas subi moi-même les choses comme ça. C'est en d'autres occasions que dans ce bâtiment, j'ai subi une agression très grave. Mais ça, c'est tout à fait notre problème, ça n'a rien à voir avec l'islamisme. Mais moi, ça ne m'apaise pas sur mes sentiments justement des dérives de nos autorités, nullement, mais ça m'a éclairé sur certaines choses, évidemment, en particulier les réactions des victimes, hein, qui, eux, ont perdu, qui un ami, qui une sœur, qui un enfant, etc. Bon, ça, c'est épouvantable à suivre. Vous savez que le procès a duré des semaines et des semaines, hein, et des mois même. Alors, ça n'a pas changé grand-chose. En tout cas, sur le témoignage, j'ai vu le témoignage de Hollande, j'ai vu le témoignage de Cazeneuve, par exemple. Valls n'a pas voulu venir. Hein, c'était un peu léger de sa part, tout de même. Mais ces deux témoignages m'ont convaincu de cette dérive. C'est-à-dire, ils sont arrivés, ils ont dit, bon, c'est formidable, tout s'est très très bien passé. Ça a été réglé comme papier à musique. Et ça. Vous dites, attendez, mais il y a eu 130 morts, monsieur le Président. Il faut tout de même... Et des dysfonctionnements à l'appel, bien sûr. Voilà. Or, il y a eu, on sait très bien maintenant, grâce à Laurence Beneux, par exemple, qui a écrit un livre sur, non pas la BRI, mais la BI, qu'ils ont pratiquement interdit à la BI d'intervenir, alors qu'ils pouvaient intervenir plus d'une heure et demie, avant même le commissaire de police, qui, lui, a choisi d'entrer et de flinguer un des types qui était sur la scène, un des terroristes, avec un courage formidable. Mais il avait juste une arme de poing, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, c'est des gens qui ont des fusils d'assaut. Et il n'avait pas le droit de le faire. Hein. Il fallait attendre la BRI, si vous voulez. Bon. Et la BI était en tenue de travail, si j'ose dire. Ils venaient d'un exercice à la Tour Eiffel. Ils rentrent à leur caserne qui est à Vincennes. Et là, on leur dit, écoutez, alors ils appellent leur centrale. Dit, voilà, on vient d'apprendre Bataclan, on est tout prêt, on y va, etc. Non, on leur dit, vous rentrez à la caserne. Ils rentrent à leur caserne. Ils pouvaient être au Bataclan dans un quart d'heure, au bout d'un quart d'heure. Ils étaient sur la route, ils étaient équipés, hein, en tenue de combat. Eh bien, ils rappellent, une fois arrivés à leur QG, et les autorités leur disent, non, retournez au quai à la préfecture de police, vous mettre sous les ordres de la BRI. Voilà. Donc, ils passent devant le Bataclan
sans avoir le droit d'intervenir. Et ils viennent à la préfecture de police, comment ça s'appelle, au 36, quai des Orfèvres, où là, ils se préparent, où ils rencontrent la BRI, qui se prépare, etc. Ils vont retourner avec elle au Bataclan, après. C'est délirant, c'est un dysfonctionnement majeur, toute évidence. Emmanuel Macron, toujours lui, toujours dans sa prise de parole du 30 novembre 2025. Je le cite. « Ils, les islamistes, voulaient nous paralyser par la peur. Ils ont décuplé notre vigilance. » Et il ajoute d'ailleurs, peut-être un peu honteusement, l'amour de nos valeurs. Bon. Est-ce que vous avez le sentiment que notre vigilance, elle s'est accrue 10 ans plus tard, face à ce péril islamiste, terroriste? Écoutez, très franchement, je ne crois pas beaucoup à cette évolution. Vous savez que je crois, c'est le Figaro qui le dit, par exemple, qu'il y a encore 120 attaques au couteau par jour en France. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, dans un pays comme la France. Un pays de droit, un pays... Pas tous imputables au terrorisme islamiste. Alors, ils ne sont pas tous morts, heureusement, évidemment, mais 100 attaques au couteau par jour, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce n'est pas un pays de droit. Il y a quelque chose qui cloche fondamentalement. Alors bon, comment traiter ça? En haut, en bas, au milieu, ça c'est évidemment... il y a beaucoup d'islamistes là-dedans, il y a beaucoup de... Bien sûr. Et il y a des fous aussi, il y a des tas de gens divers. Mais je pense que, il faut contrôler l'immigration, il faut surtout expulser les gens qui sont condamnés et qui sont, je ne sais plus comment ça s'appelle, OQTF. Voilà, par exemple, pour commencer. Vous voyez, c'est une évidence. Or vous savez que c'est 1%, 3% qui sont exécutés. Voilà, bon. 2015, 2016, un an après des travaux, le Bataclan rouvre ses portes. On est en 2016, donc avec toujours une programmation musicale. Hein. Sting a été le premier artiste à remonter sur scène après les attentats. Oui. Certains chanteurs ont refusé de se produire. Je pense par exemple à Francis Cabrel qui a dit qu'il n'avait pas la force de chanter dans ce lieu-là. Faire revivre la salle, la fermer, en faire un musée. Votre avis, lui, il est fait parce que, je vous cite encore, il faut que, malgré les tueurs, la fête recommence. Oui, c'est vrai. C'est mon idée, bien sûr, puisque justement on parlait... choquer aussi. Oui, je comprends très bien, particulièrement pour les gens qui ont une victime morte dans ce lieu, bien sûr. Mais au contraire, je crois que la résistance, on parlait de la résistance à l'islamisme, à ces terroristes, à ces gens-là, la meilleure façon de leur répondre, c'est que ça continue justement. C'est qu'il n'est pas raison dans le fait d'essayer de détruire la société française par son côté salle de spectacle. Et il y a, alors vous parlez de Francis Cabrel, mais il y a des gens qui ont eu le courage, Marianne Faithfull, Youssou N'Dour, par exemple, qui ont préfacé le bouquin, d'ailleurs, vous avez vu, et très courageux, eux sont revenus, vous voyez. Et maintenant, les gens reviennent sans aucun problème. Alors, on est d'accord ou pas d'accord sur la nouvelle programmation, puisque la salle a été rachetée, comme vous savez, de Lagardère à la ville de Paris. Hein. Et alors, c'est bizarre, elle a été rachetée d'ailleurs un 11 novembre. Non, c'est Lagardère, ça, qui a racheté. Un 11 novembre, M. Twitou, la famille Twitou, dite Lalou, a racheté un 11 novembre, 2 mois avant les attentats. C'est assez extraordinaire. Précisément, ça a été signé le 11 novembre. Une date mémorable, tout de même. Mm-hmm. Voilà. Est-ce que vous seriez d'accord que le groupe qui chantait I Love the Devil, j'aime le diable, au moment où l'attentat se produit, est-ce que ce groupe-là, il pourrait revenir à la programmation? Ça ne vous gênait pas qu'il fallait que la fête recommence? Non, moi, ça ne me gênerait pas. Mais je trouve que, vous savez, je ne crois pas trop au hasard, mais plutôt à la providence, parce que je suis catholique. Donc, je pense que cette chanson n'est pas du tout... Ce n'est pas hasard, si vous voulez, si cet attentat a commencé précisément alors qu'il disait, enfin, que les paroles de ces chansons, dont je traduis d'ailleurs, I love the devil, etc., j'aime le diable, je fréquente le diable, je roule un patin au diable. Vous voyez, texto.
Alors, si c'est pas diabolique, ça, je sais pas ce que... Alors, on croit pas au diable. Moi, ils viendront dans les commémorations, ils ne rechanteront pas cette chanson. Oui, voilà, comme par hasard, oui. Et d'ailleurs, ils seront refusés à la première. On leur refusera le fait, pas pour cette histoire, pas pour le diable, pour cette chanson, mais parce qu'ils ont dit que toute la France, des islamistes, enfin tout l'islam s'est réjoui de cet attentat. Ce qui n'était pas totalement faux, d'ailleurs. Parce qu'il les a mis au banc de la société. Ils ont été un peu mis au banc. Maintenant, ils sont revenus à Paris. Ils ont même été, je crois, à la célébration dont vous parlez. Absolument. Ils n'ont pas chanté cette chanson. Voilà. Puisque la fête recommence, le Bataclan. Nous y voici, nous y voilà. Le Bataclan, quand même. Voilà. Essayons d'évacuer cela, si possible, mais ça sera impossible. D'ailleurs, ça ne l'est pas dans le livre où ça prend, bien évidemment, cet attentat prend beaucoup de place, mais oui. Ce n'est qu'un moment terrible de 160 ans de fête quand même, dont 115 ans, je l'ai dit, aux mains de la famille Abercorn, et c'est toujours le cas. Oui. L'endroit fut pourtant plusieurs fois sur le point de disparaître. En dehors d'une nouvelle fois de cette affaire. Il y a eu la Commune, par exemple, où vous savez, on a brûlé beaucoup de bâtiments, dont la mairie de Paris, etc. Bon, et des musées, on a foutu le feu au Louvre, etc., pendant les communes. Et il y a eu une barricade. Il est dans les quartiers populaires de Paris, pour ceux qui connaissent pas. Oui, mais justement, il y a eu des gros combats. Mais il y a des gros combats, parce qu'il y a une barricade qui s'est faite pour protéger la mairie du 11e, à la mairie du 11e, qui est à peu près à l'époque de construction du Bataclan. Eh bien, il y avait des gens, des révolutionnaires, donc, qui voulaient défendre l'arrivée des Versaillais, hein, qui arrivaient. Et il y a eu des gros combats juste devant, avec des éclats d'obus, etc. Il y a même un Maxime, le colonel Maxime, là, qui a perdu une jambe, là. Et il y a eu des éclats de bombes et d'obus sur la façade du Bataclan. Et les fameuses pétroleuses auraient très bien pu mettre le feu au Bataclan, comme elles ont fait avec beaucoup de bâtiments, des musées, des choses. Aurait pu disparaître salle de spectacle, salle de cinéma aussi pendant un grand moment, puis salle de spectacle. Effectivement. Alors c'est assez étrange ça, parce que salle de cinéma dans un théâtre. Parce que vous savez, la mode du cinéma commence. Donc, alors il y a pas encore de cinéma, donc on fait le cinéma dans des salles ce qui est arrivé au Bataclan. Alors il y a très peu de chaises, enfin de fauteuils qui sont exploitables, parce que les balcons, tout ça, ça marche pas. Bon, donc un grand écran, et par exemple mon oncle a dirigé pendant l'occupation, c'était cinéma exploité dans la vieille salle de mon grand-père. Qu'avait connu mon grand-père. Et cette salle sera détruite en 1952 pour faire un cinéma à la place. Et après, en 1994, cette salle de cinéma a été à nouveau démolie pour refaire une salle de spectacle, vous voyez, mais plus petite que l'origine, parce que l'origine de mon grand-père, c'était une salle carrément de plus de 2500 places avec 2 balcons. Aujourd'hui, elle a 1500 aujourd'hui. 1500, 1700. Voilà. Est-ce que l'âme musicale du Bataclan dans les années 2020 est digne de celle que vous décrivez au long de cet ouvrage avec tous les chanteurs, toutes les personnalités qui se sont produits au Bataclan? Oui, c'est pas facile d'avoir un jugeant, c'est toujours le propriétaire, mais vous trouvez que c'est digne, que c'est ça reste une programmation musicale aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, en mars 2026. Moi, personnellement, vous savez, c'est très axé actuellement sur les groupes métal, ce qu'on appelle le métal, bon, etc. Ce qui est pas. D'ailleurs, c'est un peu le groupe qui est passé lors de l'attentat, était un groupe métal aussi, un peu. Bon. Mais là, c'est presque pire. Enfin, franchement, c'est pas ma musique. Hein, bon. J'aimais au Bataclan qu'il y ait des chanteurs, des humoristes. Alors, ça revient un tout petit peu. Les humoristes, je vois. Et les humoristes reviennent un peu, je pense. Mais enfin, vous savez, moi, je suis un vieil homme. Et donc, les chanteurs d'aujourd'hui, je les connais pas, quoi, en réalité. Bon. Mais ma musique à moi, c'est le jazz, plutôt. C'est la chanson française. Que j'ai très bien connu parce que j'ai fréquenté le Bataclan, évidemment, mais je veux dire les autres salles de spectacle. Oui, les music-halls, etc. Bon, je pensais à Bobino, vous voyez, Bobino. Mon père avait le service médical de Bobino.
Donc, tous les 12 du mois, on allait au Bobino, parce que ma mère, ça l'embêtait un peu. Et j'ai vu comme ça les débuts de Jacques Brel, de Brassens, et tous ces gens-là, à Bobino, qui n'existe plus maintenant, qui est une petite salle. Une petite salle, Voilà. où joue Joséphine Baker, je Voilà. pense. Une comédie musicale. 10 années ont passé. Est-ce que vous avez peut-être une réponse à cette question? La musique peut-elle refermer une blessure collective ou en atténuer la douleur immense? Est-ce que la musique a un rôle? Oui, on dit que la musique adoucit les mœurs. Vous savez, bon, ce proverbe, mais oui et non. Enfin bon, ça peut. La musique, quand elle est bonne, quand elle est profonde, certainement est positive, quoi. Et la mauvaise musique est totalement négative, si vous voulez. Bon, par exemple, la musique métal, moi, je considère qu'elle est diabolique en grande partie, hein, pas toute. Mais souvent, les gens qui crient qu'ils adorent le diable et qui font l'espèce de signe ridicule que je ne ferai pas, je trouve ça carrément scandaleux. Enfin bon, vous savez, on interdit le signe fasciste et on permet le signe diabolique. Bah, pour moi, c'est du pareil au même. Enfin, ce que valent les signes. Bataclan, histoire d'une salle, vous y retrouverez toute une histoire 160 années retracée à travers cet ouvrage édité chez Robert Laffont pour votre grand-père, pour votre père, pour vous-même, peut-être pour votre fils. Diriger le Bataclan, c'est gérer une salle ou est-ce que c'est être dépositaire d'une mémoire? C'est les deux, je dirais, mais je dois dire qu'on ne gère pas, contrairement à mon grand-père et mon oncle, on ne gère pas la programmation et tout ça. C'est bien clair. Mais on gère non seulement la salle, mais le café et comment dirais-je, les bureaux qui sont au-dessus. C'est-à-dire une grande partie de l'immeuble, hein, voilà. Mais il y a encore des appartements qui sont vendus, que j'ai vendus d'ailleurs, voilà. Dites-moi, vous êtes Daniel, vous êtes dépositaire de la mémoire quand même, notamment celle de votre grand-père, de votre père, qui ont une place importante dans l'ouvrage. Pour cause. Bien entendu. Pour cause. C'est aussi pour ça que j'ai fait ça, parce que avec les événements, moi je travaillais et j'accumulais des documents depuis très longtemps. Je colligeais tout ça. Parce que j'ai toujours, à 5 ans, j'entendais parler du Bataclan et j'ai vu mon premier film au Bataclan. Mon père y est né et mon grand-père, évidemment, l'a exploité longuement. Il a été un des grands directeurs. Donc, évidemment, dans ma famille, on a toujours parlé du Bataclan. J'ai pas connu mon grand-père, j'ai connu ma grand-mère. Et donc, on a toujours parlé de ça. C'est une grande tranche de ma vie. Hein. Et moi-même, j'ai habité 21 ans dans cet immeuble. Voilà. Et un mot qu'on utilise, un mot qui est passé dans le langage courant, oui. Hein, mettre le Bataclan, il y a un autre mot. Et tout le Bataclan. Et tout le Bataclan. Voilà. Hein. Merci beaucoup, Daniel Abricand. Merci à vous. Avec ses tragédies, mais aussi avec tous ses bonheurs, en 160 ans de vie, c'est retracé dans cet ouvrage. Avec beaucoup d'images. Bataclan, Robert Laffont, avec beaucoup d'images, bien sûr. Merci à vous, Daniel. Merci à vous, Martial.